rapidement, donc moi, c'est Serigne Mansour Diène. Je suis actuellement doctorant en télédétection appliquée à l'agriculture dans le cadre d'un projet qu'on appelle Sustain Sahel, qui est un projet financé par l'Union européenne. Je suis financé par le Centre international de coopération donc, en recherche, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, qu'on appelle le CIRAD, et inscrit donc à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en informatique, docteur en informatique, et accueilli également donc, au LMI IOSOL, qui est un laboratoire donc, qui regroupe aussi bien donc, des enseignants-chercheurs de l'UQAD, de l'Université de Thiès, de l'IRD et du CIRAD, et de l'ISRA également, dont Moudoumbaï fait partie. Donc, nous allons essayer donc, tant bien que mal à vous présenter donc, les applications du drone donc, au niveau de la culture. Donc moi, je vais faire cette présentation sous deux aspects. Le premier aspect, ça sera une application sur les aspects de stress hydrique et une deuxième application sur un environnement paysager pour montrer comment le drone est utilisé pour aider l'agriculture d'une manière générale, les agronomes, les agriculteurs, pour qu'ils puissent en tout cas bien gérer donc leur terre, bien gérer leur culture et espérer avoir de meilleurs rendements. Donc ça sera sous forme de cas pratiques. Et il y a plusieurs cas, donc j'ai choisi ces deux cas-là qui me semblent très intéressants et très utiles pour la communauté. Mais certainement, il y aura également d'autres applications à la fin que je pourrai vous montrer, Inch'Allah. Donc là, je commence par un aspect contexte qui est très important, donc qui est d'abord le changement climatique. Aujourd'hui, on en parle. Beaucoup de projets également sont financés donc, pour lutter contre le changement climatique. La séquestration de carbone, il y a un projet CASEX qui travaille là-dessus et énormément d'autres projets qui sont aujourd'hui liés à ça. Parce qu'aujourd'hui, le dernier rapport donc, de IPCC, qui est le groupement international donc, des experts du climat, ils ont montré, ils ont dit que c'est un fait établi et sans équivoque. Le réchauffement de l'atmosphère, donc des terres et des océans, est aujourd'hui lié essentiellement à des activités humaines. Ce qui veut dire que l'homme est au cœur du réchauffement climatique aujourd'hui. Et donc, il faudra moins mettre en place donc, des dispositifs, des programmes capables de lutter contre ça, capables de protéger notre atmosphère pour qu'on puisse ne pas sombrer, je dirais, d'une manière générale. Et à côté également, il y a ce qu'on appelle l'évolution galopante donc, de la population mondiale, essentiellement africaine également. Aujourd'hui, en 2020, la population africaine a été estimée à 1,312 milliards de personnes, d'habitants, soit 17% de la population mondiale. Et on attend à avoir une augmentation de 40% de la population mondiale d'ici 2100, avec une urbanisation de 100%. Alors, qui dit augmentation dit essentiellement plus d'habitat, ce qui veut dire que il y aura une forte possibilité donc d'accaparement des terres agricoles au profit de l'habitat. On le voit au Sénégal ici, on le voit ailleurs également. Donc les gens vendent essentiellement donc les terres qui étaient réservées donc à des pratiques agricoles pour maintenant transformer cela à de l'habitat. Ce qui veut dire qu'on aura moins de terres cultivables et donc plus de problèmes liés à l'alimentation. Alors qu'aujourd'hui, parmi les objectifs donc de développement durable à l'horizon 2030 figure également cette nécessité de pouvoir assurer la sécurité alimentaire, notamment donc pour nos pays en développement ou nos pays sous-développés. Il est essentiel donc de mettre en place des dispositifs pour pouvoir garantir cette sécurité-là et permettre aux uns et aux autres de pouvoir bien se nourrir. Face à cela, il est important, bien sûr maintenant, de faire deux choses. Là, je liste deux choses qui me semblent très importantes à faire. Excusez-moi, j'ai mis la présentation en anglais. C'est un peu l'habitude que je vais me faire. Mais j'essaierai tant mal de définir les termes et tout. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle le phénotypage. Le phénotypage, d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle la caractérisation du phénotype. Les agronomes peut-être comprendront plus. Mais pour vous expliquer de manière très simple, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qu'on appelle
des programmes de création variétale. Variétale pour dire variété. On va créer des variétés qui sont susceptibles, qu'on va essayer de tester bien sûr, et voir quelles sont les meilleures variétés ou quelles sont les variétés parmi l'ensemble qui s'adaptent par rapport à l'environnement où nous sommes, qui s'adaptent par rapport à notre climat, qui s'adaptent par rapport à la température de notre environnement. Et c'est ça qu'on appelle donc le phénotypage. Donc c'est une caractérisation du phénotype. Pour être beaucoup plus simple, donc on essaie de caractériser les différentes variétés de plantes et voir quelles sont ces variétés de plantes-là. Ça peut être donc du mil, ça peut être de l'arachide, ça peut être du sorgho. Et on essaie de voir, en tout cas selon l'environnement où nous sommes, quelle variété il faut cultiver. Parce qu'on a démontré que cette variété-là s'adapte mieux par rapport à l'autre. Donc si on cultive cette variété par rapport à l'environnement où nous sommes, on arrivera également à faire pousser la variété et finalement arriver à ce qu'on appelle donc la production agricole, qui est l'élément essentiel donc du travail, c'est arriver à avoir une production suffisante, donc un rendement qui est bon. Et ça également, aujourd'hui, il faut essayer également d'améliorer donc cette production des cultures, ce rendement de la culture pour pouvoir garantir encore une fois ce que j'appelle tout à l'heure la sécurité alimentaire. Maintenant, pour arriver à ça, pour le premier cas, donc le phénotypage, comme je l'ai dit, c'est la caractérisation des plantes. Il faudra faire donc du comptage des feuilles, on peut mesurer la hauteur des plantes, on peut déterminer la biomasse de la plante, la biomasse des feuilles. On peut calculer également la surface foliaire, donc qui est la surface couverte par chaque feuille. On peut également essayer d'estimer donc la production agricole. Tout ce qui est mesurable, en tout cas, au niveau des plantes, c'est ça qui nous permet de caractériser nos différents phénotypes. Mais imaginez qu'on essaie de faire ça sur une superficie de 1 hectare, ou de 10 hectares, ou de 20 hectares, et qu'une personne doit être là, ou bien un groupe de personnes doivent être sur le terrain pour pouvoir faire ces mesures. Donc, déjà, ça va être cher en main-d'œuvre, et ça va être vraiment difficile en matière de faisabilité, parce que ça va prendre énormément de temps. Et c'est partant de cela maintenant que l'utilisation des drones est importante. Là, je vous montre 2 types de drones. L'un, je l'ai utilisé quand je faisais mon master, c'est un microcopter qui peut être équipé de 3 types de caméras, donc de capteurs. L'autre, je l'utilise actuellement dans le cadre de ma thèse, donc c'est un DJI Phantom 4 multispectral également. Donc les drones aujourd'hui permettent énormément de choses, aussi bien dans différents domaines, mais surtout également dans la culture. Ils peuvent nous permettre donc d'évaluer donc la variabilité intraparcellaire, et même donc l'hétérogénéité du paysage grâce à une résolution spatiale qui est très fine, de l'ordre du centimètre. Donc moi j'arrive à avoir 1,3 cm de résolution spatiale. Comme le disait un collègue, on arrive même à voir les crocs d'un chèvre. Donc la résolution, elle est très bonne, très importante, et ça nous permet de mieux caractériser en fait les éléments qui sont au niveau de nos différentes parcelles. Ça permet également de faire un suivi intensif donc de l'état des parcelles cultivées. On peut suivre la croissance de la culture, donc du semis jusqu'à la maturation, donc jusqu'au et pouvoir évaluer également ce développement. Et tout cela se fait en utilisant donc, différents capteurs. Le drone en soi, c'est un outil, mais c'est les capteurs qui font le travail. Donc il y a ce qu'on appelle le capteur multispectral. Donc multispectral pour dire plusieurs spectres, donc capable de mesurer sur différentes longueurs d'onde. Il y a la caméra RGB, donc qui mesure dans le visible. Et la caméra infrarouge thermique qui est très importante, donc de mesurer donc l'émissivité d'un corps qui a une température qui dépasse 0 degré. Et donc de pouvoir caractériser également donc
nos différents phénotypes. Maintenant, tout cela se fait en se basant sur des indices. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être une panoplie d'indices de végétation qui sont utilisés, le NDVI étant le plus connu, donc le Normalized Different Vegetation Index, ou l'indice de végétation à différence normalisée, qui est basé sur le proche infrarouge et le rouge, donc qui permet aujourd'hui de voir l'état de nos parcelles, l'état de développement surtout des plantes. Il est très utilisé, mais ce n'est pas le seul indice. Il est connu, certainement le plus connu, mais il y a énormément d'autres indices qui sont également utilisés et parfois qui marchent mieux que le NDVI, beaucoup mieux. Et ça, on va y arriver dans le cadre de la seconde partie de cette présentation. Alors, la première partie, on va essayer de faire une étude photogrammétrique donc de l'infrarouge thermique. Utiliser un capteur infrarouge thermique, donc embarquer ce capteur au niveau d'un drone et de pouvoir caractériser donc nos différents phénotypes. Donc j'ai parlé tout à l'heure du phénotypage. Aujourd'hui, en supposant on a des variétés et on va voir quelles sont les variétés qui résistent le mieux par rapport au stress hydrique. Le stress hydrique étant juste le fait que quand vous ne donnez pas assez d'eau à une plante, donc naturellement, il aura tendance à ne pas survivre longtemps dans vos parcelles. Donc, il va se réchauffer, elle va se réchauffer, excusez-moi, pour dire la plante, et au final, elle va perdre vie. Et donc, on met en place un dispositif qui nous permet d'évaluer donc ce stress hydrique, qui est l'état hydrique donc de nos différentes plantes, en utilisant un drone équipé d'une caméra infrarouge thermique. Alors, l'infrarouge thermique, c'est un capteur passif, mais qu'on peut également utiliser la nuit parce qu'elle mesure l'émissivité d'un corps. Donc, c'est la quantité de chaleur qui est émise par un corps, qui est mesurée donc par un capteur infrarouge thermique. Donc, on peut l'utiliser de jour comme de nuit et vous le voyez habituellement même dans les films où souvent les policiers ou les militaires utilisent donc des capteurs infrarouges pour détecter quelqu'un qui se déplace. Donc, comme vous le voyez sur l'exemple de la plante, ça nous permet de voir d'une manière générale donc la température du couvert végétal. Et on peut voir donc qu'il existe des parcelles où on a des plantes qui ont une température haute, alors qu'il y a d'autres plantes qui ont une température basse ou bien la température normale. Donc, ils ne sont pas dans une situation de stress hydrique, alors que d'autres sont dans une situation stressée. Et celles qui sont dans des situations stressées risquent au final de perdre vie. Et donc, on cherche à voir, est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre 10 000 personnes ou un groupe de 20 personnes, par exemple, qui vont essayer chaque fois de mesurer la température de chaque plante pour voir quelles sont les plantes stressées, ou on va mettre un dispositif pour pouvoir faire voler un drone et savoir quelle est la température de nos différentes plantes, savoir où est-ce que c'est stressé, où est-ce que c'est pas stressé. Ça, d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle de l'agriculture de précision. C'est-à-dire qu'on gagne aussi bien en temps, mais également on gagne en précision, on gagne en main-d'œuvre. Et on connaît les points précis où ça chauffe et on oriente maintenant l'agriculteur à aller directement là-bas. Au lieu d'irriguer encore toute une parcelle, mais également il va gagner en consommation d'eau. Donc voilà un peu comment se présente la parcelle. Cette expérience a été réalisée au niveau du CNRA qui est à Bambey, où on avait 210 variétés de sorgho, une partie stressée où on avait arrêté l'irrigation pour 2 semaines, une partie où l'irrigation a été maintenue de manière optimale. Donc ça, c'est la partie non stressée où on irriguait les plantes de manière courante. Et si l'irrigation, donc ces plantes, n'étaient pas irriguées pendant 2 semaines pour voir comment en fait ça évolue. Et là, juste à travers une image drone, on peut voir en fait cette différence de densité de plantes. On voit que les plantes
qui sont en situation optimale d'irrigation, la densité elle est énormément beaucoup plus forte que si on va donc au niveau des parcelles, donc des échantillons qui sont en situation stressée. Et maintenant, on va essayer d'utiliser un drone équipé d'une caméra infrarouge thermique pour pouvoir caractériser mieux ça et voir peut-être également qu'il y a des variétés. Parce que l'utilité du travail, en fait, c'est pas de voir les variétés qui sont au niveau de la situation, des plantes en situation d'irrigation optimale, non. Mais c'est de voir parmi, en fait, ceux qui sont en situation de stress. Est-ce qu'il y a des variétés qui résistent? Est-ce qu'il y a des variétés qui sont capables de résister à une forte température? Elles n'ont pas d'eau, variété, excusez-moi. Elles n'ont pas été arrosées. Donc, est-ce qu'il y en a parmi elles qui sont capables de résister? Et s'il y en a, ces variétés-là sont à promouvoir, bien évidemment. Parce que ça signifie que même si on va jusqu'à 40 degrés, alors qu'elles n'avaient pas un apport d'eau, elles étaient capables en tout cas de résister à cette température et de pouvoir continuer leur développement. Et donc, aujourd'hui, un agriculteur qui doit faire du sorgho, on va dire, tu es à Bambey ou tu es à Fatiga Niakhar, on est dans un même environnement, il faudra que tu cultives cette variété-là parce qu'elle marche le mieux. C'est ça qu'on cherche à prouver, c'est ça qu'on cherche, que les chercheurs, en tout cas, essayent de montrer, de justifier également pour aider à booster aujourd'hui l'agronomie, l'agriculture donc au Sénégal. Donc pour ce faire, nous avons mis un dispositif parce que le travail, ça ne se fait pas immédiatement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la miniaturisation donc, des capteurs a permis donc, d'avoir des caméras sur des drones. Mais les capteurs infrarouges thermiques sont assez particuliers du fait que déjà le capteur qu'on utilisait, donc c'est un capteur qui n'est pas refroidi. Et du fait qu'il n'est pas refroidi, la caméra ne donne pas directement donc des valeurs absolues de température, mais plutôt des valeurs numériques qu'on appelle des digital numbers. Ça également, je vais en revenir quand je vais parler des caméras multispectrales. Ce qui veut dire que on n'a pas directement des températures, mais on a des DN, et vous le voyez à travers cette figure. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour faire ce travail? On a utilisé deux caméras. L'une est embarquée au niveau du drone et l'autre, moi, j'utilisais à la main pour qu'il y ait une caméra refroidie, donc qui donne directement les valeurs de température en degrés Celsius, pour pouvoir évaluer la température de chaque tapis. Donc, on a mis des tapis, utiliser ces tapis-là pour calibrer la caméra qui est utilisée au niveau du drone, pour pouvoir mettre en place donc une relation linéaire qui va nous permettre maintenant de passer des digital numbers à des valeurs absolues de température en degrés Celsius. Et du coup, on a fait cette répétition de 9h à 17h pour avoir toute la gamme d'évolution de la température au cours d'une journée, où on avait un tapis de décollage qui était un tapis noir assimilable à un corps noir. On avait un tapis vert humide où on avait mis de l'eau, donc pour avoir une température basse, un tapis vert sec et un tapis gris qui était le tapis de référence de la caméra multispectrale. Et donc, à chaque moment où le drone prenait une photo, moi, je prenais également une autre photo à travers la caméra thermique refroidie. Et on a établi une relation linéaire entre les valeurs de température prises par la caméra refroidie, qui est la caméra au sol, et les valeurs de température qui ont été prises par la caméra infrarouge thermique embarquée au niveau du drone. Et d'une manière générale, on a fait une régression par tapis déjà pour voir est-ce que on avait bien une régression linéaire entre nos différents points et voir également la gamme d'évolution donc de notre température. Comme c'était prédit, donc le tapis de décollage qui est noir, donc en principe devait avoir donc les températures les plus hautes parce qu'elles captent de la chaleur. Et on le voit immédiatement dans les courbes, donc on voit que sa courbe, elle est au-dessus des autres. Et le tapis vert humide, bien évidemment, qui a été arrosé pour avoir les températures basses et à les valeurs les plus basses. Et donc, cette relation maintenant a été utilisée pour définir une régression linéaire aussi bien en calibration qu'en validation
avoir une relation Y égale à X plus B, Y étant la température en degrés Celsius, X étant les valeurs dN qui ont été captées au niveau du drone avec la caméra infrarouge non refroidie embarquée. Et on arrivait maintenant à avoir cette relation qui va nous permettre, chaque fois qu'on fasse un vol de drone, on peut directement maintenant avoir les valeurs de température en degrés Celsius. Donc là, on a obtenu un R2 de 0,426 en calibration et en validation, on avait un R2 de 0,429. Donc à partir de cela, on a utilisé maintenant cette relation pour l'appliquer à une parcelle entière. Donc la parcelle en question que j'avais montré tout à l'heure. Et cela donne ça en effet. Donc le modèle qui a été créé à partir donc, de cette expérience en utilisant des tapis a été appliqué à une image entière, donc à une parcelle entière, pour pouvoir évaluer comment varient maintenant les différentes températures. Donc à gauche, on voit qu'en vert, naturellement, donc c'est les températures. Là, j'ai omis donc l'échelle de température, excusez-moi, mais on peut le voir à partir du box plot également qui est à côté. Donc là, on voit que à gauche, pas à gauche, mais en bas pour la partie situation à irrigation optimale, donc on a naturellement donc des températures qui sont en situation normale. Mais ici, on a plus de rouge parce qu'effectivement, il y a des variétés qui n'arrivaient pas à survivre. Mais le résultat qui est pertinent ou qui est essentiel pour ce travail qui a été fait, c'est que même dans les variétés qui sont en situation stressée, il y a des variétés qui arrivent à résister parce qu'ils sont à des températures inférieures ou comprises entre 35 jusqu'à 37 degrés Celsius. Donc là, c'est la gamme des variétés qui sont stressées et là, on voit la gamme des variétés qui ne sont pas stressées. Mais on voit qu'il y a un recoupement entre les deux variétés, entre les situations, entre les plantes qui sont stressées et les plantes qui ne sont pas stressées. Donc, il y a bien évidemment des variétés qui ont été montrées et qu'on peut aujourd'hui sélectionner, que les programmes de sélection variétale vont utiliser maintenant pour aller demander aux agriculteurs de se concentrer sur ces variétés-là car elles ont donné de meilleurs résultats. Donc ça, c'est un des résultats phares donc, de notre travail qui nous a valu également de pouvoir remporter donc, un prix de meilleur poster dans une conférence internationale. Et ça montre encore une fois l'importance du drone. Aujourd'hui, si on devait demander à des agriculteurs ou en tout cas à de la main-d'œuvre de faire cela, ça aurait pris énormément de temps. Et aujourd'hui, grâce à ce modèle qui est générique d'une manière générale, car il a été testé aussi bien à Bambey qu'à Thiès également au niveau du CERAS. Ça signifie que le drone peut être utilisé avec plus d'efficacité, en tout cas en montrant de l'efficacité, pour pouvoir caractériser nos différents phénotypes et faire du phénotypage d'une manière générale en montrant les variétés qui résistent. Une autre approche qui est maintenant l'agroforesterie, je l'ai dit tantôt en fait quand je parlais du contexte. Aujourd'hui, on cherche à lutter contre le changement climatique. Et même dans le dernier rapport donc, de IPCC, il a été montré également que l'agroforesterie est un levier aujourd'hui de l'intensification agroécologique. Et on sait tous que les plantes permettent de séquestrer du carbone, mais également quand on fait un couplage maintenant arbre et culture ou bien arbuste et culture, on peut également aussi bien améliorer le rendement, mais également contribuer donc à la lutte contre le changement climatique. Ça a été montré également par un grand chercheur du nom de Chermbaud, qui est le directeur actuellement, le directeur général du Centre de suivi écologique. Il a montré dans un papier qu'il a publié en 2014, donc les apports de l'agroforesterie en agriculture. Donc aussi bien par des services écosystémiques, incluant le carbone, donc l'amélioration de la production de la culture, donc de la biodiversité, de l'habitat, et énormément d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vous parle maintenant de ce cas qui est important
Quand on voit cette image, on voit un arbre qui est mythique, qui est le Federbia albida qui est appelé en Wolof le CAD, qui est spécifique. Pourquoi il est spécifique? Le Federbia, il fleurit en saison sèche, quand il ne pleut pas. Et il est défolié en saison humide. Donc, quand on est à la saison des cultures, le Federbia n'a pas de feuilles. Et du simple fait qu'il n'a pas de feuilles, donc il n'entre pas en compétition avec les cultures. Et il a été prouvé donc d'une manière endogène donc par nos ancêtres et vu quand même que le Federbia apporte, en tout cas contribue à l'amélioration du rendement du mil, de l'arachide. Et c'est également en train d'être testé dans d'autres pays comme le Burkina Faso ou le Mali, qui sont également des pays qui sont dans le projet Sustain Sahel. Mais là, surtout, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'hétérogénéité de cette parcelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche également d'une autre manière, comme je l'ai dit tantôt, à améliorer les rendements des cultures. On voit que le Federbia en apporte sur le rendement de la parcelle. Mais est-ce qu'il faut prendre plusieurs personnes pour qu'ils puissent évaluer le rendement de la parcelle et te dire comment le Federbia arrive à améliorer la culture ou comment cette variabilité-là se produit au niveau de la parcelle, comment cette hétérogénéité-là se justifie? Ça prendrait énormément de temps et c'est coûteux. Et donc aujourd'hui, à travers les dispositifs qui sont mis en place, le drone également permet de pouvoir comprendre cela, mais également de pouvoir pousser nos agriculteurs à utiliser les arbres. Parce que l'arbre prend de la place. Donc tu dis à un agriculteur, vas-y, il faut semer des arbres, il va te dire non, au lieu de semer des arbres, je préfère semer du mil, du sorgho, parce que si je mets un arbre, je perds de la place. Mais il faut qu'on arrive à montrer à ces agriculteurs-là, donc à nos parents, que cet arbre-là que tu vas semer, en fait, c'est un apport, c'est un plus qu'il va donner à ta parcelle. Et ça, c'est pas uniquement de la parole qu'il faut, mais il faut de la visualisation. Et qui dit visualisation dit carte. Et qui dit carte, forcément, fait appel donc à l'image spatiale, à l'image qui a été prise en haut et qui montre comment est structurée nos parcelles. C'est ça qu'on cherche également à développer en agroforesterie. Et aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place, c'est ça. Toujours comme on l'a fait sur le cas du phénotypage, il faut échantillonner en fait. Il faut pouvoir avoir des données, traiter ces données, ensuite essayer de généraliser ces données à la parcelle pour montrer ce qui se passe réellement sur la parcelle. Et le dispositif qui a été mis en place depuis 2018, donc c'est différentes parcelles de mil qui sont utilisées, à des placettes, donc ça c'est des placettes, c'est des petites parcelles qui sont mises au niveau de la grande parcelle, échantillonnées à différentes distances de l'arbre pour pouvoir évaluer cet effet de l'arbre sur la culture, mais également arriver à créer des modèles, des cartes de rendement de culture, des cartes de biomasse pour pouvoir montrer d'une manière visuelle que cet arbre-là apporte quelque chose à la culture et que peut-être une telle disposition serait l'idéal, une telle disposition, une telle densité. Donc, c'est ces approches-là qu'on cherche à développer. Donc là, des mesures ont été faites, un suivi intensif, comme je le disais, durant toute la culture. En 2021, c'était 8 parcelles de 1000. En 2022, c'est 5 parcelles de 1000. De 2018 à 2020, c'était une parcelle de 1000. Et on fait Docteur Diène, s'il vous plaît. Oui. Docteur. Oui, pas docteur. Oui, est-ce que vous pouvez activer votre pointeur, s'il vous plaît, si possible? Ouais, je crois que c'est un laser. C'est bon? C'est bon, oui. C'est pas docteur, hein, c'est étudiant. Donc, ça, c'est les différentes placettes. Ces placettes-là, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va mesurer donc de la surface foliaire pour savoir quelle est la surface de chaque des feuilles qui sont occupées par rapport au sol. On va mesurer également le rendement à la récolte. On va mesurer donc la biomasse et on va faire des vols de drone. Et on va essayer de coupler ces différentes informations. L'information spectrale tirée du drone par rapport à l'information également mesurée au terrain, donc à travers des matériels qui sont parfois des méthodes indirectes, parfois des méthodes directes pour le LAI, donc la surface foliaire. Mais le rendement,
on prend les grains des milles, ensuite on va au labo pour égrener, donc mettre à l'étude, etc. Donc ça, je peux vous en passer. Donc voilà ce qui est fait d'une manière générale à 0,5 fois le rayon de la couronne, mais par contre, cette première placette, elle est décalée. Pourquoi? Parce que vous voyez que si on le met exactement là où elle se trouve au niveau de cette figure-là, le drone ne va pas le voir. Et si le drone ne le voit pas, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, elle est mise ici en principe, donc juste à la limite de la couronne, pour pouvoir être bien visible quand on va faire le vol de drone. Et ce que je disais encore qui est important, c'est cette partie calibration radiométrique. Aujourd'hui, la calibration radiométrique, elle est importante. On a pu le faire avec la caméra infrarouge thermique en utilisant donc un autre capteur, donc qui est un capteur utilisé au sol, qui a été refroidi. Mais pour cette expérience, on n'a pas pu le faire parce qu'il fallait avoir des tapis de référence, connaître les références spectrales de nos différentes longueurs d'onde, donc pour le rouge, le vert, le bleu, le proche infrarouge, le bord rouge ou le bord vert, par exemple, et de pouvoir définir une relation qui nous permet de calibrer nos différents spectres. Quand tu ne le fais pas, quand est-ce qu'il faut le faire? C'est quand tu changes d'environnement. Par exemple, vous allez faire un vol de drone à 12 heures, il y avait du soleil. Vous refaites un vol de drone à 17 heures, il n'y a plus de soleil, vous n'êtes plus dans les mêmes conditions. Vous faites des vols de drone à des jours différents. Également, il faudra appliquer cette correction radiométrique. Mais quand tu ne le fais pas, tu cherches également d'autres solutions en fait, parce qu'il ne faut pas se dire je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrai pas arriver à mes résultats. Donc là également, c'est pour ça que la science elle est importante. On nous permet également de pouvoir trouver d'autres alternatives qui permettent de corriger cette correction-là. Et si vous arrivez à le faire, c'est l'idéal. Maintenant, quand vous restez dans les conditions, vous êtes sûr que vous êtes toujours dans les mêmes conditions de vol quand vous prenez vos images, là, elle n'est pas obligatoire. Parce qu'on arrive également à travers, comme le NDVI, qui est un indice qui est normalisé. Donc, les indices qui sont normalisés, ça permet de corriger un peu ce problème-là. Donc, en faisant des différences sur les longueurs d'onde. Donc, en gros, voilà le dispositif. Et nous, on va se baser sur ce dispositif-là pour pouvoir générer des données, créer des modèles et appliquer ces modèles-là à une parcelle pour pouvoir voir cette hétérogénéité-là dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je vous montre le workflow d'une manière générale qui nous permet d'estimer le rendement du mille. Je ne vais pas vous détailler cette partie, donc c'est la partie terrain, mesure de terrain, donc tout ce qui est surface foliaire, tout ce qui est biomasse aérienne et rendement qui est mesuré à la récolte, aussi bien également que pour la biomasse aérienne. À côté également, on a quoi? On a l'aspect drone. On a un drone qui a 5 longueurs d'onde, par exemple, le vert, bon, le RGB naturellement, le bleu, vert, rouge, et le bord rouge, donc qui est le Red Edge, et le proche infrarouge, qui est très utilisé également pour calculer du NDVI ou d'autres indices. Ça passe également par un traitement d'image, donc naturellement, comme vous le connaissez, soit vous allez dans Pix4D ou vous allez dans Agisoft Metaship, ça dépend de vous, pour créer votre orthophotomosaïque, donc qui sera multispectral à 5 longueurs d'onde, couplé donc aux différentes placettes que j'avais dit tout à l'heure. Et on fait également ce qu'on appelle un co-alignement. Le co-alignement, ce n'est rien d'autre que le fait d'aligner deux images pour que la placette A sur l'image 1, soit la même en fait sur l'image 2. Donc d'une date à l'autre, qu'on puisse avoir la même placette à la même position. Et ça, on fait ce qu'on appelle le co-alignement qui est co-registration. Cette partie, je l'ai fait exprès en fait pour vous montrer que c'est pas uniquement le fait de faire voler un drone, mais il y a tout un process qui passe derrière. Et ce process-là, c'est très important. L'acquisition, elle est fondamentale parce que quand tu ne prends pas des données qui sont de bonne qualité, tu ne peux pas arriver à avoir de bons résultats. Mais même si tu as fait une bonne acquisition, tu as fait l'acquisition dans les temps et dans l'heure qu'il fallait, il faut que le process qu'il faut mettre en place également soit rigoureux et suit également son cours pour que tu puisses générer des résultats qui sont satisfaisants et utiles également à la communauté.
Donc là, c'est tout un process qu'il faut faire pour arriver à générer une carte, par exemple, de rendement. Et ça passe par l'informatique, ça passe par la programmation, ça peut passer par les logiciels, mais généralement, ça passe plus par la programmation. Et donc, quand on fait notre co-registration, on arrive à avoir une image donc, qui est co-alignée par rapport aux autres et avec des pixels de sol, bien évidemment. Et à cette image multispectrale, maintenant, il faut calculer des indices. Les indices pour caractériser donc, la structure donc, des différents éléments qui sont dans notre parcelle. Donc, ici, moi, j'avais calculé 21 indices de végétation. J'avais calculé également les indices de texture parce que, d'une manière générale, les indices de végétation sont plus connus. Mais les études récentes, depuis 2016-2017, les gens commencent à utiliser des indices de texture. La texture, ce n'est rien d'autre que la relation spatiale qui existe entre nos différents paires de pixels qui sont au niveau de notre image. Et donc, les indices de texture, c'est des propriétés statistiques qui sont calculées en utilisant une matrice de co-occurrence et qui sont basées donc sur la moyenne, l'entropie, le second moment, la corrélation donc, entre les différents pixels, l'homogénéité, la dissimilarité. Donc, c'est des propriétés stat qu'on arrive à calculer au niveau de nos images et qu'on essaie également d'inclure. Parce que l'idéal, en fait, c'est d'améliorer toujours le modèle qu'on arrive à produire. Un modèle, il est bon quand il arrive à être générique, à être généralisé donc, dans différents environnements. Et on essaie toujours de pouvoir créer un modèle qui arrive donc à s'adapter par rapport à l'environnement. Mais on essaie de voir comment les indices de texture maintenant peuvent apporter leur contribution par rapport au modèle qu'on va faire. Au lieu de nous baser uniquement sur des indices de végétation qui sont très connus, et d'apporter en plus par rapport à la création de ce modèle-là. Et comme je vous le disais tantôt également, on n'est pas arrivé à faire notre correction radiométrique, mais on a des variables microclimatiques qui nous permettent de savoir comment était notre environnement au moment où on faisait le vol. Et ces variables-là peuvent être utilisées maintenant pour normaliser les différentes réflectances qui ont été tirées du drone, donc directement à partir des indices de végétation. Donc, on va utiliser ces variables microclimatiques maintenant pour standardiser, en fait, corriger un peu ce biais-là qu'on n'a pas pu faire en mettant une correction radiométrique parce qu'on faisait des vols à des jours différents, à des heures différentes. On voyait que parfois, il y avait du nuage, parfois, il n'y en avait pas. Parfois, voilà, il y a eu des ombres et tout cela pour les corriger. On prend en compte l'aspect environnemental qui était présent au moment où on faisait notre vol. Et là, on utilisait par exemple la position du soleil, l'orientation du soleil, le pourcentage de lumière diffuse qui est capté par la plante. Donc ces aspects-là pour pouvoir faire une normalisation de nos indices de végétation. Et quand on a toutes ces données-là, ça c'est des variables qui vont entrer dans notre modèle par rapport à des variables qu'on va essayer de prédire, par exemple du rendement. On ne se limite pas uniquement à ça. On va également faire un pré-processing parce que les données qui entrent dans le modèle, il faudra bien les sélectionner, bien voir est-ce qu'il y a une collinéarité entre nos données, est-ce qu'il y a des données aberrantes, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser pour pouvoir dire que voilà enfin les meilleures variables maintenant qu'on peut utiliser pour pouvoir prédire notre rendement. Une chose également, c'est pas important de pouvoir dire qu'on va utiliser 21 indices, 24, faire la somme de tout ça, peut-être on va tomber à une 60 variables et dire que, ok, pour que Mansour puisse faire sa carte de rendement, il faudra qu'il utilise 60 variables. Finalement, également, ça va être prenant en temps. Et ce qu'on se disait que, voilà, utiliser, même si c'est beaucoup moins long que ce que va faire l'agriculteur, mais c'est également prenant de se dire qu'on va utiliser 60 variables. Donc, le mieux, c'est d'avoir un modèle qui est simple, avec peu de variables. Supposons que j'ai un modèle qui marche avec uniquement du NDVI, qui m'arrive à donner une prédiction qui est excellente. C'est que dire que chaque fois que je fais un vol de drone, je calcule le NDVI, je peux retrouver le rendement de la parcelle. C'est ça qu'on cherche à faire, mais pas avoir un truc relativement compliqué. On va se mettre là à calculer chaque fois 60 d'indices pour pouvoir arriver à faire juste une carte de rendement. Donc, on veut également faire cette simplification en faisant un pré-processing. Et ça passe, comme je l'ai dit, par les
les données aberrantes qu'on va sortir. Donc, les données aberrantes, il faut savoir que ça se base uniquement sur les données qui sont mesurées au terrain, voir est-ce qu'on a mesuré une valeur de rendement qu'on a mal notée, par exemple, qui devait être 500, on le note à 1000. On ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait que ça, c'est pas possible par rapport à la gamme qu'on a. Et du coup, ces données-là, il faut les sortir, il ne faut pas les faire entrer dans le modèle que tu vas construire. On va faire également une sélection de variables. Quelles sont les variables qui expliquent le mieux notre modèle en utilisant un RFE? Et là, on l'applique en faisant une combinaison, donc les variables d'entrée et les variables à prédire. Et grâce à ce process, on va sortir une liste de variables qui sont les variables les plus pertinentes pour pouvoir prédire notre modèle. Et on va prendre maintenant ces variables pertinentes-là pour dire est-ce qu'il y a une collinéarité. Pour revenir d'une manière simple, donc en topo, est-ce qu'il y a une redondance en fait? Parce que si A et B ont une corrélation de 100%, ça signifie que A égale B d'une manière générale. Et donc, si je mets A et B dans le modèle, A, B vont aller dans le même sens en fait. Et ça va créer ce qu'on appelle des surapprentissages du modèle. Tu vas avoir un modèle qui prédit bien, tu penses que ça marche, mais tu essaies de le généraliser. Au final, tu vois que en vrai, ton modèle, il a trop appris et il a mal appris donc d'une manière générale. Donc, ce qu'on appelle le surapprentissage ou également le sous-apprentissage qui existe. Et ça, on le fait en utilisant donc le VIF, qui est un facteur d'inflation de variance. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a les ACP qui peuvent être utilisées. Nous, on a opté pour utiliser donc le VIF pour sélectionner donc les variables qui sont les moins collinéaires entre elles. Et finalement, donc, en faisant ce pré-process, on se retrouve à avoir les meilleures variables qui ne sont pas déjà très collinéaires entre elles, qui n'ont pas de données aberrantes, mais ce sont parmi les meilleures qui doivent pouvoir expliquer notre modèle. Et chaque fois que je fais ça, je ne tombe jamais sur le NDVI pour vous donner une information. Le NDVI, il est souvent corrélé à d'autres variables, et chaque fois, cet indice ne sort pas parmi les meilleurs. Il y a le NDRE, par exemple, qui sort souvent, qui est basé sur le red edge, le bord rouge. Et il y a d'autres indices. Il y a des indices même basés sur le visible, comme l'excess green ou le RB qui est un rapport entre le bleu et le rouge. Entre le rouge et le bleu. Donc, red RB pour dire red sur bleu. Donc, par ces process, on arrive à sélectionner nos différentes variables. Et maintenant, il faudra coupler ce qu'on a comme variable d'entrée par rapport à ce qu'on doit avoir maintenant comme données à prédire. Et qu'est-ce qu'on peut sortir encore comme résultat? Je vous ai dit tantôt, on a fait un suivi intensif de l'état des parcelles. Un problème qui se pose d'une manière générale et dont je vais venir avec une autre application qui permet de résoudre ce problème, mais qui n'est pas donné à tout le monde, c'est à la fin, à la récolte par exemple, vous allez dans un paysage, dans un milieu paysager. C'est différent de CNRA de Bambey, où ça c'est une station expérimentale, où les gens, c'est leur terrain, donc il y a tout le dispositif est là, donc ils vont désherber, ils vont s'occuper de tout en fait. Mais vous allez au niveau de Niakhar par exemple, à Fatick, dans la commune de Sop, ils ont beaucoup de cultures à faire. Ils n'ont pas le temps pour faire un désherbage ou quel que soit. Ce qui fait que quand on arrive à la récolte, il y a des herbes. Il y a beaucoup d'herbes qui sont au niveau de la parcelle. Tu veux calculer du NDVI, tu as à la fois des herbes et du mil. Ton NDVI, il est biaisé parce que le vert, tu ne peux pas dissocier les herbes de ton mil. Tu ne peux pas faire une classification pour pouvoir les dissocier. Et à la fin, donc, tu n'arrives pas à avoir de bons variables. Allez, ça va bien. Excusez-moi. Ça va bien, merci. Donc, excusez-moi, je suis chez moi et voilà, ça arrive. Donc, il faut arriver à travailler grâce à ces contraintes, en fait. On a des herbes, on ne désherbe pas. Donc, les indices qu'on va calculer vont se baser sur à la fois de l'herbe et du mil, ce qui veut dire que l'information spectrale que tu captes au final, si tu fais la moyenne de ta placette, elle n'est pas si fiable que ça. Et j'aurais dit même qu'elle n'est pas fiable, en fait. Et ces contraintes-là existent et on les voit.
Maintenant, une solution qu'on peut apporter, c'est que si on fait un suivi, on part du semis jusqu'à la récolte, c'est pas en début de saison où on a des herbes, mais c'est plutôt à la fin. Et donc, on peut voir quelles sont les meilleures dates, en fait, qui nous permettent de prédire nos rendements. Parce que parfois, c'est pas la récolte. La récolte, si vous prenez le mil, par exemple, le mil va tomber parce que, voilà, il arrive à son stade de maturation, il y a les herbes, voilà, les gens ne désherbe pas, il y a beaucoup d'inconvénients qui sont là-dessus. Mais quand même, on fait un vol à la récolte, parce que la récolte devrait être le meilleur moment, en principe, pour faire une corrélation avec le rendement. Mais pour vous dire que ce n'est pas souvent le cas. Et qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'on fait un suivi de l'état des parcelles cultivées, on a différentes dates suivant la croissance de la culture. On va faire maintenant, on va essayer de voir parmi les différentes dates, par exemple, quelles sont les dates qui prédisent le mieux le rendement. Donc ça, c'est une réponse qui est pertinente. Pourquoi? Parce que si on trouve que c'est avant, par exemple, avant qu'on voit les grains du mil, pour ceux qui connaissent la culture, ce qu'on appelle avant épiaison, avant que les épis ne commencent à figurer. Si on voit que c'est cette date-là, c'est une date où on n'a pas d'herbe. Ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'à la récolte également, il y a la sénescence. La sénescence, c'est le jaunissement des feuilles. Le jaunissement des feuilles également entraîne un autre biais dans le calcul des indices, donc énormément de problèmes. Mais ces problèmes ne doivent pas être un obstacle, mais quand même un moyen de vous permettre de trouver d'autres solutions pour vous adapter. Et quand on a fait ça, on a vu que les dates qui marchaient le mieux pour une telle homogénéité, c'était plus les dates avant épiaison, en fait, avant qu'on arrive à voir les épis. C'est les dates qui nous permettaient de prédire notre rendement et de prédire également la biomasse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut prédire le rendement en état précoce. C'est-à-dire qu'avant la récolte, on peut savoir, on peut dire à l'agriculteur, ah bon, on pense que ton rendement sera de tel, mais toujours avec une marge d'erreur. Donc, on appelle, que vous connaissez très bien, le RMSE, qui est l'erreur moindre quadratique. On peut savoir l'erreur qui est affectée à notre résultat. Et quand on dit ça à l'agriculteur, il peut également prévoir sa capacité de stockage, qui est très important. Aujourd'hui, on parle de soblés qui ont de riz, on perd en fait. Nous, il y a la garde des gros porteurs actuellement qui est créée pour pouvoir permettre, pour permettre en tout cas aux agriculteurs de pouvoir stocker donc leur production. Mais nous aussi, en tant qu'utilisateurs donc des sciences spatiales, on peut permettre à ces agriculteurs-là de pouvoir bien préparer leur culture, en fait, de pouvoir bien préparer leur production. Et là, c'est une première réponse. Ensuite, une deuxième réponse, c'est de pouvoir arriver maintenant à ces cartes de rendement, des modèles de machine learning. Les modèles de machine learning basés donc sur... j'ai utilisé que 2 méthodes ici, mais il y en a une panoplie. Il y a le GBM, qui est le Gradient Boosting Machine. Là, il y a le Random Forest. Il y a également... Donc, il y a du Random Forest. Il y a du SVM. Il y a énormément d'autres algorithmes qui peuvent être utilisés. Il y a également d'autres algorithmes qui peuvent être utilisés. Excusez-moi, la vie de famille, c'est compliqué. Donc, il y a également d'autres algorithmes qui peuvent être utilisés donc, pour pouvoir prédire notre rendement. Il y a du XGBoost, donc une panoplie en tout cas. Et au final, qu'est-ce qu'on cherche? On essaye donc d'améliorer l'estimation donc de nos... Quand je dis BP, c'est paramètres biophysiques. Les paramètres biophysiques, c'est... Il y a la surface foliaire, il y a la biomasse, il y a le rendement, etc. en fait. Mais ici, on s'intéresse essentiellement au rendement, voilà, c'est ça qui intéresse les agriculteurs à la fin, c'est de savoir combien de kilos de mil, combien de grammes de mil par mètre carré, combien de kilos combien de tonnes par hectare, par exemple, ils auront en fait. Et nous, on essaie de faire ça en faisant des modèles qui vont nous prédire. Donc, on sépare nos données en des données de trend test.
Bon, ça, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, mais juste pour vous dire d'une manière générale que ça, c'est le processus que peut-être les gens ne voient pas, mais après l'acquisition des données, on est obligé de passer par là pour pouvoir arriver en fait arriver au final à prédire, à mettre des résultats qui seront utiles à la communauté. Et donc, le modèle qui est au final généré basé sur le GBM, en faisant ici une combinaison, donc indice de végétation, indice de texture. Mais ici, on a fait une normalisation des indices de texture pour vous dire qu'on ne s'arrête jamais. En fait, on teste, on continue de tester. C'est un peu ça la recherche. En fait, on essaye toujours de voir quelles sont la technique qui marche le mieux. Donc, au lieu de nous baser uniquement sur les propriétés stats, on a dit on va normaliser parce que le calcul des propriétés stats se sont basés sur les différentes longueurs d'onde. On a calculé avec la bande rouge, avec la bande proche infrarouge, avec la bande bord rouge. Et on voit en fait quand on fera les combinaisons de bandes, comme si on voulait calculer donc un indice de végétation à différence normalisée du NDVI en faisant du red, NIR moins red sur NIR plus red, donc bord proche infrarouge moins rouge sur proche infrarouge plus rouge. Là, on va dire qu'on a par exemple la corrélation, qui est une propriété stat, mais basée sur le proche infrarouge. Mais également, on a la corrélation basée sur le rouge. On va faire donc la corrélation basée sur le rouge, sur le proche infrarouge moins la corrélation basée sur le rouge, divisé par la somme. Et c'est ça la normalisation, on peut des indices de texture, essayer de voir qu'est-ce que ça apporte de plus. Et on arrive à avoir une bonne prédiction donc, du rendement avec un R2 de 0,95 et une validation avec un R2 de 0,4. Ça veut dire que là, on a un modèle générique qui se base sur des données qui datent de 2018 à 2020 avec une forte hétérogénéité, une forte variabilité, des différences de pratiques agricoles qui sont également là, parce que les agriculteurs ne cultivent pas de la même manière. Les arbres dedans, voilà, on a toutes les difficultés du monde, mais quand même, on essaie de mettre des processus parallèles pour pouvoir arriver à avoir un bon résultat au final. Et ça, d'abord, c'est sans mettre l'aspect correction donc des indices de végétation, donc l'aspect normalisation. Et on constate que maintenant, quand on met la normalisation, en fait, quand on inclut les variables microclimatiques pour pouvoir pallier un peu à l'inconvénient de ne pas faire cette correction radiométrique-là, on arrive également à améliorer davantage notre modèle. On tombe sur un R2 de 0,97 en calibration et un R2 de 0,84 en validation. Le R2 n'étant pas sûrement, comme vous le savez, le seul matrix, il y a toujours le RMSE à côté et le RMSE relatif. Donc, il y a également donc la cross-validation qui est faite. Et à côté, on peut montrer également les features importantes. Les features importantes, c'est le classement de l'importance des variables qui ont permis de mieux prédire notre rendement. Et là, on voit que les indices de texture normalisés prennent le devant. Donc là, on voit nettement qu'il y a un apport en fait. C'est-à-dire que si on enlevait les indices de texture, notre modèle serait bien évidemment moins bon que ce qu'on a là actuellement devant le dossier. Et l'intégration de ces indices de texture améliore. Comme je vous avais dit, les indices, les variables microclimatiques ne sont pas faits pour covarier pour prédire le rendement, mais ils sont utilisés uniquement pour pouvoir corriger l'information spectrale qu'on a avec nos différents indices de végétation. Donc, même on pouvait l'enlever dans le classement des variables parce que ce n'est pas des variables utilisées pour la prédiction. Parce que pour chaque parcelle, on a une seule valeur. On fait un vol de 15 minutes. On suppose que durant 15 minutes, nos conditions ne changent pas. Et les variables microclimatiques sont mesurées à une fréquence de 30 minutes. Donc, même l'antenne qui mesure considère que pendant 30 minutes, on peut rester dans un même environnement. Et donc, ce n'est pas des variables qui évoluent de la même manière que ce qu'on a, parce qu'on peut dire que le rendement va varier pour chaque placette de la parcelle, alors que l'environnement ne varie pas. Donc, elles ne vont pas covarier par rapport à ce qu'on va essayer de prédire. Et plutôt, encore une fois, pour essayer de normaliser un peu les variables qu'on va utiliser dans nos différents modèles. Et voilà le résultat final qui est attendu. On a fait un modèle pour prédire le rendement. Le modèle, il est là, il est bon. Il faudra maintenant appliquer ce modèle-là à la parcelle.
pour l'appliquer à la parcelle, il faut pouvoir ce qu'on appelle la spatialisation. Et c'est une sorte d'extrapolation donc pour passer de nos différentes placettes à la parcelle entière. Donc on fait une extrapolation du modèle. Et là, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que là, on a nos différentes arbres. Ça, c'est le Fédérbia qui est là. Et on constate que tout autour du Fédérbia, en fait, on a toujours de fortes valeurs de rendement. Et plus on s'éloigne du Fédérbia, parfois, on a des valeurs de rendement beaucoup plus faibles. Ça, par exemple, cette carte, tu le montres à un pays, en agriculteur, tu le montres à un atelier de dissémination pour essayer de, en tout cas, comment dire, c'est quoi le mot encore, de convaincre donc les agriculteurs à planter des arbres. C'est parlant en fait comme carte parce qu'on voit que cet arbre-là apporte en plus. Maintenant, on peut aller plus loin, on peut chercher quelle est la meilleure disposition des arbres. On peut chercher quelle est la densité de l'arbre qu'il faut en fait pour une parcelle, pour pouvoir avoir une bonne amélioration partout au niveau de la parcelle. À côté, c'est une carte de litière. Donc la litière, c'est les résidus donc, des plantes, du mil. Et ça également, c'est important. On a plus de résidus donc autour. Si on a plus de résidus autour de l'arbre, ça signifie que la densité est beaucoup plus importante là-bas en fait. Et aujourd'hui, il y a un papier qui est sorti en 2020 qui a, partant de ça, a montré à quelle distance en fait l'arbre peut influencer la culture. Et là, il a montré que jusqu'à 17 mètres, en utilisant donc ce qu'on appelle de la géostat. La géostat, il y a un paramètre qui s'appelle le range. Le range, il vous dit jusqu'à quelle distance deux paramètres sont corrélés entre eux. C'est-à-dire que A et B peuvent être corrélés jusqu'à 17 mètres par exemple. Et au-delà de 17, il n'y a plus aucune corrélation entre ces deux variables, ce qui veut dire que ces deux variables sont devenues indépendantes. Et donc, à partir de ça, il a montré que jusqu'à 17 mètres, l'arbre peut influencer la culture. Donc, ça peut être un élément intuitif pour dire que peut-être qu'il faut maintenant mettre des arbres pour que on puisse avoir donc des cercles ou bien des zones d'influence qui vont se recouper à une distance qui est au moins égale, qui est au plus égale à 17 mètres, devrais-je dire. Et donc ça, c'est un résultat pratique qu'on arrive à faire, mais partant de tout ce process. Ce n'est pas uniquement en venant faire un vol de drone. Après, quand le modèle est disponible, bien évidemment, quand le modèle est généré et qu'il est bon, il marche. Maintenant, il faudra juste appliquer, faire un vol de drone, faire un petit process, calculer les indices et appliquer le modèle qui a été généré auparavant et pour pouvoir tomber sur ça. Si on change d'environnement, il faudra mettre d'autres données pour pouvoir faire assimiler à ton modèle l'environnement auquel tu es actuellement, pour pouvoir maintenant tomber sur un bon modèle et continuer la généralisation donc, de ton modèle sur une parcelle entière. D'autres applications également qui sont faites, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure en matière de phénotypage, les gens, ils mesuraient également la hauteur des plantes. Les drones également permettent de mesurer cette hauteur des plantes-là. Donc, en utilisant différentes méthodes, là, je montre la méthode la plus compliquée, mais une méthode qui serait très simple pour un topographe. Vous faites un vol de drone, juste avec du RGB, hein, avec caméra visible. Vous faites le traitement sur Agisoft. Quand vous faites le traitement sur Agisoft, vous avez un modèle numérique d'élévation, par exemple. Vous enlevez donc, vous faites une classification supervisée pour enlever les éléments en hauteur et vous générez votre modèle numérique de terrain. Et quand vous faites la différence entre votre modèle numérique de terrain ou la différence entre votre modèle numérique d'élévation ou votre modèle numérique de surface par rapport au modèle numérique de terrain, vous pouvez calculer la hauteur des plantes ou bien la hauteur d'un arbre. Ça, c'est des choses qui se font et d'une manière très simple. D'autres études également qui sont utilisées pour ça, c'est en utilisant ce qu'on appelle les percentiles. Donc, une étude a montré qu'aujourd'hui, le 99e percentile donc, correspond donc à la partie la plus haute de la plante et que le 5e percentile va correspondre donc à la partie la plus basse, donc à notre terrain naturel. Et donc, quand vous faites cette différence-là, vous arrivez à tomber sur la hauteur des plantes. Et la hauteur des plantes est un
est une variable qui est très utilisée pour prédire, par exemple, la biomasse dont je vous avais parlé tout à l'heure. La biomasse aérienne, il y a beaucoup d'articles qui ont travaillé là-dessus, qui ont utilisé la hauteur des plantes, parfois même combinée à des indices de végétation pour prédire maintenant cette biomasse-là. Et ça se fait également. Et là, c'est juste une relation linéaire donc, entre la hauteur qui est mesurée au terrain, donc à la main. Toujours, il y a cet aspect qui vient quand même, quoi qu'il en soit. Il faudra faire cette campagne-là au terrain pour pouvoir avoir des données mesurées qui seront comparatives par rapport à des données qui seront estimées par le drone. Donc cet aspect-là, ça va toujours venir en fait pour créer notre modèle. Donc là, on a la relation linéaire entre les données estimées par le drone et les données qui sont mesurées au terrain avec un RD de 0,64. Donc qu'on peut toujours améliorer peut-être en faisant plus attention ou en essayant de voir est-ce que forcément c'est le 99e, on peut tester le 98e, le 95e. Donc ça c'est la recherche en fait. Et quelqu'un va tomber un jour sur autre chose et va dire ok, celui-là il avait fait ça, mais j'ai vu que quand on fait ça maintenant, on arrive à un meilleur résultat. Une dernière application dont j'avais parlé tout à l'heure, donc c'est par rapport aux arbres par exemple. Il y a aujourd'hui, et c'est même pas aujourd'hui, mais ça date maintenant, qu'il y a des drones qui sont capables de faire des traitements de pesticides, aussi bien donc pour les herbes, pour les insecticides, donc pour en tout cas des phénomènes qui existent aujourd'hui dans nos différents champs et qui font qu'on n'arrive pas parfois à où on perd du rendement, où on perd de la productivité, etc. Et donc le traitement par ces drones-là, ça existe. Ça se fait aujourd'hui au niveau du nord, quand vous allez vers Saint-Louis. Il y a une entreprise qui s'appelle ATS également qui travaille là-dessus, avec un gars qui était à l'ISRA. Donc ils font des traitements des parcelles agricoles en faisant donc des traitements des arbres. Ça par exemple, c'est très important de le faire. Mais il faut savoir que l'idéal en fait de faire ça, c'est de coupler ça à l'agriculture. C'est toujours de l'agriculture de précision. Mais pour moi, avant d'arriver à faire ça, il faudra par exemple, même l'irrigation se fait avec les drones aujourd'hui pour vous dire. Donc, il faudra arriver à faire ce premier traitement par exemple qu'on avait fait. Aujourd'hui, au lieu de faire voler un drone sur l'étendue de la parcelle pour irriguer, mais si moi avec un capteur multispectral ou un capteur couleur, bien évidemment, j'arrive à te dire que voilà les parties où l'irrigation n'était pas si bonne. Je te donne des coordonnées réelles, en fait. Tu vas là-bas exactement et tu complètes, en fait, ta parcelle. Au lieu de le faire tout le temps sur l'étendue de la parcelle. Aussi bien pour les herbes. Aller dans une parcelle, les herbes ne sont pas si développées partout au niveau de la parcelle. Il y a des endroits spécifiques où il y a énormément d'herbes. Il faut pointer du doigt ces parties-là. Et ça se fait effectivement en utilisant donc un drone simple ou un drone multispectral avec une caméra multispectrale par exemple. Et je pourrais te dire des endroits précis où tu dois aller pour pouvoir faire ces traitements-là. Mais tout de même, ça se fait dans le nord, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait en France et ils font ces traitements-là pour pouvoir mieux garantir donc une bonne prédiction à la fin. Donc voilà en grosso modo ce que j'avais à présenter. C'est très long, mais quand même donc ça montre encore une fois donc qu'il y a beaucoup d'applications, pas uniquement ce que j'ai montré, mais il y a énormément d'applications du drone pour l'agriculture, pour l'agroforesterie, pour également les forêts, pour l'élevage d'une manière générale. Donc les drones aujourd'hui sont très utilisés et très en vogue dans ces aspects-là, mais faut pas uniquement voir l'aspect drone, que quelqu'un se dise que ok, je vais faire voler un drone et voilà. Je vous ai montré d'une autre manière que ça passe également par des process, ça passe par un protocole expérimental rigoureux pour pouvoir arriver à avoir un résultat au final qui sera exploitable et qui sera utile à la fin pour l'agriculteur. Parce que si on le fait et que les agriculteurs n'en bénéficient pas, pour moi, c'est pas intéressant. Si on fait tout ça, c'est pour qu'à la fin, qu'on puisse proposer des moyens, des solutions à l'agriculteur pour qu'il puisse, lui, à la fin, avoir un bon rendement, un meilleur rendement tout autour de sa parcelle agricole.
Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions au niveau de la messagerie, mais je crois que la parole également est disponible pour ceux qui veulent poser des questions par rapport à cette présentation et par rapport à tout ce qui est lié à ça. Merci. Je vois une question, Moustapha Thiam. Vous avez utilisé quel logiciel pour vos traitements de données? Bon, si c'est le traitement des images, donc c'est Metaship. Si c'est le traitement avancé, c'est plutôt du Python qu'on a utilisé, donc langage de programmation Python. Merci Christophe pour ta question. Donc par rapport à la première, effectivement en fait, le drone en soi n'est pas gêné par les nuages. C'est plus les satellites qui ont des problèmes de nuages, les satellites optiques, la détection optique. Par contre, la détection radar, radar s'en fout un peu elle est peu sensible en fait aux nuages. Mais en fait, l'environnement où vole le drone, en fait, c'est pas, il va jamais être gêné par les nuages. On fait des vols de drone même si tu es à 200 mètres, tu n'as pas de nuages. Et la législation sénégalaise interdit de voler à plus de 120 mètres. Les vols que je fais dans le cadre de cette étude, je les fais à une hauteur de vol de 25 mètres. Mais quand je parlais de nuages tout à l'heure, c'est pour dire que quand tu utilises une caméra multispectrale qui mesure à différentes longueurs d'onde, quand je fais une photogrammétrie, à un moment où il y avait des nuages, le soleil n'est plus, c'est-à-dire le soleil est caché par les nuages. Je ne suis plus dans les mêmes environnements que quand je fais le vol de drone et que le soleil est là, présent, il apporte sa lumière et on le voit. C'est ce que je disais en fait. Donc c'est pas durant le vol où je vais voir des nuages, mais c'est que les conditions environnementales changent entre deux vols. Et quand ça arrive, il faut faire une correction radiométrique pour normaliser mes réflectances. Et si je n'ai pas ça, vous pouvez choisir la méthode que moi j'ai optée au final, c'est d'ajouter des variables microclimat qui me permettent de connaître l'environnement de mon vol. En tout cas, merci à tous. Ce fut un plaisir également pour moi de partager, tout en espérant que vous en avez tiré quelque chose. Et que voilà, ça m'a permis également moi d'avoir des pistes également sur lesquelles je vais encore aller me renforcer et voilà, continuer dans le cadre de mon thèse, espérant qu'on pourra mettre en œuvre des résultats utiles. Et voilà, je vous confirme encore ma disponibilité pour partager encore avec vous parce que c'est l'utilité en fait de tout ça. Quand tu as quelque chose, aussi peu que ce soit, il faut être capable de partager ça avec des gens critiques qui vont pouvoir te pousser également à te booster davantage. Donc merci au club, merci à tous les participants et voilà. Bon, moi, je tenais à vous remercier et à vous gratifier pour tout cet effort fourni. Nous savons qu'avec les recherches, ce n'était pas évident. Mais bon, vous avez été disponible et très accessible à notre niveau. Merci encore une fois. Et je remercie également l'Assemblée pour votre présence et votre attention au webinaire. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau et que vous avez été inspiré à appliquer ces connaissances dans votre vie professionnelle ou bien même étudiantine. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires ou bien suggestions avec nous. Nous serons toujours heureux d'avoir des retours de nos participants. Merci encore et à bientôt pour notre prochain événement en ligne. Je vous remercie tous. On peut lever la séance.